Bonsoir à tous. J'ai le plaisir ce soir de venir vous présenter les différentes évolutions législatives et réglementaires en matière d'achat, location, copropriété et donation. Vaste programme, vous me direz. Donc je vais évidemment circonscrire mon intervention à différents sujets, les principaux, ceux qui peuvent vous concerner, et ne pas rentrer non plus dans le détail de la réglementation technique, puisque pour ça, je crois que vous avez des excellents notaires qui sont à même de vous accompagner sur pas mal de sujets juridiques. Voilà, donc on débutera cette intervention ce soir avec les principales modifications législatives et réglementaires en matière de vente immobilière, puis les locations immobilières. Dans un troisième temps, nous aborderons les évolutions liées à la copropriété, puisque vous verrez qu'un certain nombre de mesures sont venues modifier la loi de 65 sur la copropriété. Dans un quatrième temps, nous aborderons les modifications et évolutions en matière de donation. Et puis nous terminerons par un petit sujet sur le droit rural, pour terminer sur une note un peu verte. Je vais commencer donc cette intervention par le droit de la vente, puisque c'est un sujet qui nous tient tous très à cœur et qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui du gouvernement et de nos responsables politiques. Alors, la première évolution en matière de vente, c'est la forme authentique obligatoire en matière de promesse de vente d'une durée longue, exceptionnellement longue, c'est-à-dire de plus de 18 mois. Il faut savoir que jusqu'à une période récente, on pouvait conclure sous seing privé, donc sans avoir besoin de recourir à un notaire, des promesses de vente. Et ces promesses de vente pouvaient être donc d'une durée courte. Fréquemment, quand vous achetez un appartement, c'est d'une durée de 2 à 3 mois. Et vous avez possibilité aussi de conclure des promesses de vente beaucoup plus longues, 18, 24 mois. Et si vous voulez, la réforme est venue imposer donc un formalisme particulier pour les promesses de vente longues, donc de plus de 18 mois, pour certains types de promesses de vente. Alors, il y a un texte qui a été modifié dans le Code de la construction et de l'habitation, et qui donc vient préciser que toutes les promesses de vente consenties par une personne physique pour une durée supérieure à 18 mois doit être passée en la forme authentique et doit faire l'objet d'un dépôt de garantie. Alors l'objet de cette réforme, c'est simple, c'est que c'est surtout lié à des promesses de vente signées avec des promoteurs immobiliers, parce qu'on s'est aperçu que, si vous voulez, et j'ai un profond respect pour les promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille au quotidien, mais c'est vrai que certains ont pu abuser de personnes physiques avec des conditions juridiques inappropriées dans des promesses de vente d'une durée très longue, parfois 18, 24 mois, avec des facultés de renouvellement, etc. Ce qui faisait que les vendeurs, personnes physiques, qui avaient donné un accord pour vendre leur résidence principale pour que derrière soit réalisé avec une forte densification un nouvel immeuble de plusieurs étages pour un promoteur, ou un terrain, ou bien un bout de leur jardin, eh bien c'est vrai que ces promesses de vente, quand elles étaient passées sous la forme sous seing privé, c'est-à-dire sans contrôle juridique d'un professionnel, ont pu donner lieu à certains abus. Comme vous savez que tout abus dans notre société est forcément sanctionné par un texte de loi après, eh bien, ça a donc donné lieu à ce formalisme particulier. Les politiques ont considéré que les notaires étaient à même de venir protéger la personne physique qui consentait donc une promesse de vente sur un bien immobilier. Et donc on considérait qu'une durée de 18 mois était suffisamment longue et exceptionnelle pour qu'elle doive donner lieu à un acte authentique, une promesse de vente authentique. Donc sont uniquement les personnes physiques qui sont concernées par ce texte, donc une société ou une SCI qui viendrait consentir une promesse de vente sur un bien immobilier et de plus de 18 mois ne serait pas concernée. Alors, quelles promesses sont concernées? Vous savez qu'il existe deux types de promesses. Les promesses unilatérales de vente qui permettent donc à un acquéreur, qu'il soit professionnel ou pas, d'opter pour l'acquisition ou non, moyennant versement d'une indemnité d'immobilisation, une certaine somme. Ou les promesses synagmatiques, où le promettant s'engage toujours à vendre et l'acquéreur
lui s'engage à acheter de manière définitive, dès la signature de la promesse. Et donc la question s'est posée de savoir si le texte concernait l'ensemble de ces promesses, et on a un arrêt de la Cour de cassation de 2015 qui vient effectivement confirmer le fait que l'ensemble des promesses de vente sont concernées par ce texte et donc doivent donner lieu à un acte authentique, donc passé devant notaire, dès lors qu'une personne physique consent une promesse de vente à une société en particulier, qui sais-je encore, de plus de 18 mois, et les notaires qui sont à même de vous accompagner sur ces opérations-là vérifieront évidemment que vos intérêts sont bien protégés si vous êtes la personne concernée en tant que promettant au titre de la promesse de vente. Deuxième évolution particulière en matière de vente d'immeubles, c'est l'interrogation donc du casier judiciaire pour les acquéreurs. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a eu des abus, il y a eu des personnes qui avaient commis certains abus et qui avaient enfreint la législation et qui pourtant se permettaient d'acquérir des biens immobiliers en toute impunité. Et donc les notaires ont depuis le 1er janvier l'obligation de consulter donc, les casiers judiciaires d'un potentiel acquéreur lors d'une vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou même lors de l'acquisition d'un fonds de commerce. Surtout lorsqu'il a vocation à recevoir du public, c'est ce qu'on appelle les établissements recevant du public, donc à l'usage d'hôtels ou d'hébergement. Donc en gros, toutes les activités habitation, logement sont concernées. Et donc les textes rappellent que toute personne physique coupable d'avoir soumis une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de 5 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende et à titre complémentaire, interdiction d'acheter pour une durée de 5 ans au plus, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé au mandataire social d'une société civile immobilière, etc. Bon, je ne termine pas à la fin du texte, mais vous l'aurez compris, en fait, ce texte a vocation à éviter que les personnes qui commettaient les abus dont je vous parlais il y a 2 minutes, ce sont en fait les marchands de sommeil qui donc ont effectivement hébergé ou abusé de la faiblesse financière essentiellement de certains locataires pour soumettre une activité locative à des loyers qui sont excessivement élevés et puis surtout d'héberger les personnes dans des logements qui ne sont pas décents et qui ne sont pas dignes en tout cas de recevoir des personnes. Et alors justement pour éviter cela, les notaires doivent depuis le 1er janvier interroger et donc vérifier sur le casier judiciaire que les futurs acquéreurs ne font pas l'objet d'une telle condamnation et si tel est le cas, ils doivent refuser d'instrumenter, c'est-à-dire qu'ils doivent refuser de passer l'acte de vente au profit de l'acquéreur. Troisième modification importante et qui vous concerne à tous, c'est l'augmentation du délai de rétractation et de réflexion en matière d'acquisition immobilière. Alors vous savez que jusqu'alors, il y avait un délai de rétractation et de réflexion de 7 jours qui était offert aux acquéreurs immobiliers. Et ce délai de rétractation, alors M. Macron a semble-t-il considéré que 7 jours n'étaient pas suffisants, et donc il s'est dit que 10 jours c'était mieux. Donc il a porté le délai de rétractation de réflexion de 7 à 10 jours. Alors, personnellement, moi je ne vois pas tellement l'intérêt, et en tout cas je n'ai pas constaté encore aujourd'hui l'effet d'une telle réforme, d'autant qu'on sait que les rétractations en matière de promesse unilatérale sont quand même assez rares. Ça existe, mais ça reste assez rare. Donc le fait de passer de 7 à 10 jours, pour moi, ne change pas grand-chose. J'y vois plutôt un effet négatif, c'est-à-dire qu'on a déjà aujourd'hui des prêts qui sont
obtenu de manière un peu plus longue qu'auparavant, même si les taux sont très avantageux. En tout cas, les banques font beaucoup plus attention aux conditions financières. Et donc on a un allongement globalement de la durée d'obtention des prêts, qui est devenu une condition suspensive. Parfois, on a la chance d'avoir des acquéreurs qui n'ont pas besoin de recourir à un prêt, ou en tout cas se dispensent de la condition suspensive. Et l'allongement de la durée de la faculté de rétractation ou de réflexion ne fait qu'augmenter pour moi l'insécurité juridique dans laquelle se trouve un vendeur. Et d'autant que la loi Allure a imposé, vous le savez, un certain nombre de documents à obtenir préalablement à la signature d'une promesse de vente. Donc avant, vous alliez chez votre agent immobilier ou chez votre notaire, et puis vous pouviez signer une promesse de vente, et après on se chargeait de récupérer l'ensemble des pièces pour la vente. Mais la loi Allure ayant voulu protéger de manière un peu trop forte l'acquéreur immobilier, a dit non, attention, il faut tout avoir à la promesse de vente. Donc le règlement de copropriété, les modificatifs au règlement de copropriété, même si vous achetez un lot dans le premier étage et que les toilettes du 6e étage ont été modifiées, il faut que vous ayez le modificatif au règlement de copropriété pour les toilettes du 6e étage, très intéressant. Et donc vous avez un agglomérat de pièces qui ne sont pas toujours utiles et pertinentes dans le cadre de la constitution du dossier immobilier. Et c'est vrai que vous avez peut-être pu le constater, en tout cas vous en avez entendu parler, l'ensemble de ces pièces a fait allonger la durée de constitution du dossier préalablement à la promesse de vente. Donc entre le moment où vous vous mettez d'accord avec un vendeur pour l'acquisition d'un bien immobilier, vous saisissez votre notaire, il se passe 15 jours au mieux pour que l'obtention des pièces soit réalisée. Comptez 3 à 5 jours pour la rédaction de la promesse de vente pour les notaires les plus rapides, et puis vous êtes déjà à 3 semaines, vous signez votre promesse de vente, et puis après, comme l'acquéreur n'a pas encore eu le temps de assez bien réfléchir, eh bien on lui redonne encore 10 jours. Donc on est déjà sur quasiment 1 mois de délai, plus après vous rajoutez une condition suspensive de financement qui est en général de 45 jours, voire un peu plus. Bon, vous voyez le cumul des délais et d'incertitudes dans lesquels se sont positionnés les vendeurs. Donc, j'ai tendance à considérer, mais ce n'est que mon avis personnel, que l'allongement de ces délais ne fait que rendre moins certain à l'avenir pour le vendeur immobilier qui lui-même peut être tenu de vendre son bien immobilier pour pouvoir financer autre chose et se racheter un autre bien. Donc il ne faut pas toujours voir le vendeur immobilier comme n'étant qu'un vendeur immobilier, mais il peut être aussi lui-même à son tour acquéreur immobilier, et donc l'incertitude de l'un peut faire l'incertitude de l'autre. Bref. En tout cas, retenez que le délai a été augmenté de 10 jours, c'est la loi, et donc il faut désormais attendre 10 jours à compter de la notification de la promesse de vente par lettre recommandée, si elle est faite ainsi, avec ses annexes. Et puis on en parlera un petit peu après. Voilà. Si jamais la promesse de vente est signée sans que l'ensemble des pièces dont je vous ai parlé, règlement de copropriété, pré-état daté du syndic, etc., ait été obtenu, eh bien le délai de rétractation ne court qu'à compter de l'obtention de ces dernières pièces. Voilà. Une autre modification, et pas des moindres, vous savez que Paris était l'une des communes, en tout cas département, pardon, puisque Paris est aussi un département, qui était encore soumis au droit de mutation, et je parle de droit de mutation et non pas de frais de notaire, puisque vous savez que les frais improprement appelés notaires sont des frais d'acte, et dans ces frais d'acte on a une partie pour les émoluments de notaire, bien sûr, qui est de 0,825%, et puis vous avez une partie droit de mutation qui sont alors aujourd'hui plus élevés, mais qui étaient alors que de 5,09% à Paris. Et les autres départements de France avaient, eux, déjà augmenté un peu leurs droits, puisque, en fait, la loi de finances pour 2014 avait donné la possibilité aux départements d'augmenter le taux de la taxe qui leur revenait dans la limite de 4,5%. Donc on était antérieurement à 3,80% et on avait la possibilité de monter à 4,5%. Bon, autant dire que les départements n'ont pas hésité longtemps,
et qu'entre 3,80 et 4,5, ils n'ont même pas hésité à prendre la moitié, ils sont allés directement à 4,5%. Donc il y a eu un surenchérissement des frais d'acte de 0,7%. Et Paris, voilà, dans sa grande bonté, avait encore exempté certains acquéreurs immobiliers pendant 2 ans de cette augmentation. Et puis le Conseil de Paris a décidé récemment de porter cette taxe à 4,5%, ce qui fait que vous avez un total de droits de mutation aujourd'hui de 5,80%. Donc à Paris, Île-de-France, et puis maintenant quasiment la totalité des départements français sont à 5,80% de droits de mutation. Je rappelle qu'à cela s'ajoute la contribution de sécurité immobilière de 0,1%, et puis donc les émoluments de notaire dont je rappelais le montant, 0,825%, qui sont partagés entre les notaires intervenants au titre de l'opération. Alors, ce n'est pas fini, parce que 5,80%, c'est le taux maintenant applicable aux opérations immobilières lambda, j'ai envie de dire. Et bien comme ce n'est pas assez, pour les opérations immobilières portant sur des bureaux et locaux commerciaux et locaux de stockage, qui sont définis de manière particulière dans le code de l'urbanisme. En fait, ces immeubles étaient soumis lors de la construction à ce qu'on appelait la redevance pour création de bureaux. Bon, je vous passe les détails, mais le régime de cette redevance a été modifié. Et pour se rattraper, en fait, on a inventé une nouvelle taxe. Cette nouvelle taxe donc, a été portée au taux de 0,6%. D'accord ? Donc 0,6% pour toutes les ventes d'immeubles, ou de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et de stockage, donc en Île-de-France. Et c'est une taxe donc additionnelle. Non, elle ne vient pas s'imputer sur ce que vous avez déjà payé, elle vient s'ajouter. Donc je vous laisse faire le calcul. 5,80 plus 0,6, on arrive à 6,40%. Cette taxe s'applique donc à toutes les ventes immobilières d'immeubles bâtis et existants. Elle s'applique également alors même que l'acquéreur va vouloir profiter d'un engagement lui permettant de réduire ses droits, puisque vous savez quand ce qu'on appelle un marchand de biens, en tout cas un acheteur-revendeur, prend un engagement, il bénéficie d'une réduction des droits à 0,715%, donc au lieu de ces 5,80. Eh bien, la taxe vient s'ajouter aussi à ces 0,715%, ce qui amène donc le taux à 1,3% à peu près. Simplement, sachez qu'en matière de vente en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire quand vous achetez un immeuble neuf, un immeuble sur plan, eh bien la taxe de 0,6% ne sera pas due. Donc vous restez sur des droits de mutation qui sont assis sur le prix hors taxe du bien et donc au taux de 0,715%. Donc ça reste un des régimes qui, lui, bénéficie de droits réduits, 0,715%, donc pour tous les locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage qui sont achetés donc en l'état futur d'achèvement, en tout cas en qualité d'immeuble neuf, c'est-à-dire qu'ils sont achevés depuis moins de 5 ans. Voilà ce que je peux vous dire de manière en tout cas globale et générale sur les ventes immobilières. Il y a bien d'autres choses à dire, mais je crois que le temps que nous pourrons consacrer à ça, si nous devions aborder tous les points, serait plus que la nuit entière. Donc, comme je pense que vous n'avez pas forcément tous envie de passer la nuit à la Chambre des notaires de Paris, on va passer au deuxième sujet qui concerne donc les locations immobilières. Alors, les locations immobilières, bien, à l'instar de ce que je viens d'évoquer en matière de vente immobilière, ont connu un renforcement de la réglementation avec un encadrement un peu plus ferme des contrats de location, des conditions de location, des loyers, des conditions financières notamment. Et puis, donc, on finira par le droit de préemption du locataire. Alors, en matière de baux civils et commerciaux, si on commence par les baux d'habitation, on a un décret donc, en 2015 qui est venu préciser l'ensemble des mentions obligatoires
qui devait figurer sur le contrat de location d'un bien à usage de résidence principale. J'insiste sur ce point, ce ne sont pas tous les biens immobiliers qui sont concernés, mais donc tous les biens à usage d'habitation et de résidence principale. Donc ce décret est applicable depuis le 1er août 2015 et en fait il est venu proposer un contrat type de location. Et donc ce contrat type de location s'applique aux baux d'immeubles nus, c'est-à-dire non meublés, à usage de résidence principale, également aux colocations, dès lors qu'on a un bail unique. Si on a plusieurs baux à plusieurs individus qui sont en colocation, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on ait un bail unique avec plusieurs colocataires. Et donc aux logements meublés également, donc du parc immobilier privé. Donc sont exclus de ce régime et donc de son contrat type les logements HLM et ceux pour lesquels le locataire peut prétendre à une aide personnalisée au logement et les colocations formalisées, ce que je vous disais à l'instant, par plusieurs contrats. Alors, le contrat type, qu'est-ce qu'il vient préciser ? Eh bien, étonnamment, il faut indiquer la désignation du bien immobilier, ça c'est une grande nouvelle. Oui, évidemment, la désignation du bien immobilier, les comparaisons du bailleur et du locataire, donc ça c'est une évidence. L'objet du contrat, la description et la liste des équipements du logement loué, donc le nombre de pièces. Et évidemment aussi la durée de la prise d'effet et la durée du contrat de location, donc à partir de quand il démarre et puis à partir de quand il se termine. Le montant du loyer mensuel. Alors je reviens juste sur la durée, vous savez que en fait, la durée peut varier puisque en logement meublé on peut avoir des durées un peu inférieures à celles qui sont prévues en matière de logement nu qui eux répondent de la loi de 89 qui standardise aussi les durées des baux d'habitation de 3 ans. Et on a également donc, les modalités particulières de fixation initiale du loyer, et notamment donc, les zones, on en parlera un peu après, les zones qu'on appelle dites tendues, où il y a plus de 50 000 habitants, et quand il y a un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande, notamment à Paris, donc c'est la loi Duflot qui est venue aussi réglementer l'encadrement des loyers, mais on verra ce point juste après. Alors ça c'est une nouveauté en revanche, c'est vraiment une innovation, si le précédent locataire a quitté le logement moins de 18 mois avant la signature du bail, eh bien on doit indiquer les informations relatives au dernier loyer donc, qui était versé par le locataire. Donc on a vraiment une référence par rapport au dernier loyer. Et donc si cette loi Duflot est venue éviter qu'à chaque renouvellement de bail, eh bien, le bailleur en profite pour augmenter le loyer. Et ce qui fait qu'il y avait un surenchérissement des loyers. Et là j'avoue que c'est une mesure qui a plutôt bien fonctionné puisque les loyers, en tout cas sur Paris, a priori ont diminué de ce que j'ai lu. Donc voilà, il faut mentionner les conditions financières qui étaient acquittées par le dernier locataire. Donc le montant du dernier loyer acquitté, la date de versement et la date de dernière révision du loyer. Et c'est par rapport à cela notamment que, donc on verra tout à l'heure, que l'encadrement des loyers vient se poser. Les honoraires des professionnels conseils qui sont facturés doivent également être mentionnés dans ce contrat type. Donc évidemment, on pense aux huissiers dès lors qu'il y a un état des lieux qui est fait éventuellement par un huissier, un agent immobilier qui sert d'intermédiaire ou un notaire qui vient donc vous accompagner dans le cadre de la rédaction de ce bail. Et puis, dernier point important, le montant et la description des travaux effectués depuis le départ du précédent locataire. Encore une fois, c'est une mesure qui est venue éviter que voilà, on loue des biens qui ne sont pas dignes de l'être, et notamment, donc l'idée c'est de porter à la connaissance du locataire donc les différents travaux qui ont été réalisés avant son entrée dans les lieux, et donc depuis le départ du précédent locataire. Alors, il y a également une notice d'information qui est venue compléter donc ce contrat type,
qui informe les locataires et les bailleurs de leurs droits et obligations et qui doit être annexée au bail. Et c'est une notice qui est également référencée dans le décret du 29 mai 2015 qui est venu porter cette réforme. Alors, contrat type ne veut pas dire qu'il est totalement figé. Les parties ont la possibilité de prévoir d'autres clauses particulières dans la mesure où elles seraient conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et notamment, on peut imaginer une clause de solidarité entre les différents locataires, si on est sur une colocation par exemple, ou de locataires qui fait en sorte que le bailleur puisse aller rechercher n'importe quel des locataires pour le paiement de la totalité du loyer. Ou bien on peut aussi imaginer une clause résolutoire, donc un mécanisme un peu plus dur en cas de non-paiement du loyer et des charges. D'accord ? Donc c'est un contrat type, il faut respecter le canevas de ce contrat type, mais il y a quand même une liberté contractuelle qui permet aux parties d'aller un peu au-delà de ce que prévoit ce format standard de contrat. Alors pour les locations meublées également, maintenant on doit mentionner les meubles qui sont fournis, mais plus que cela, on a une obligation de fournir un certain nombre de meubles lorsque l'on veut se soumettre aux locations meublées. Et donc c'est le décret du 31 juillet 2015, donc tout ça ce sont des décrets qui sont venus appliquer les dispositions de la loi Duflot. Et donc notamment ce décret du 31 juillet 2015 vient prévoir la liste du mobilier minimum et obligatoire qui doit être mis à la disposition du locataire pour pouvoir bénéficier du régime des locations meublées. Alors, accrochez-vous, il y en a quand même un petit paquet. Alors, il y a des évidences et puis d'autres choses qui sont un peu moins évidentes. Donc, je vous livre la liste catalogue. Donc, ça fera sourire plus d'un. Il s'agit donc d'une literie avec une couette ou une couverture, un dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces qui sont destinées à être utilisées comme chambre à coucher. Il faut fournir également des plaques de cuisson, un four ou un four au micro-ondes, un réfrigérateur comportant au minimum un freezer, de la vaisselle nécessaire à la prise des repas. Alors ils ne sont pas allés jusqu'à mentionner le nombre d'assiettes et de couverts parce qu'ils entendaient par vaisselle. Voilà. Il y a également les ustensiles de cuisine. Donc, je vous laisse apprécier la consistance de ce que cela recouvre. Des étagères de rangement, étagères au pluriel, des luminaires également au pluriel, et du matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Bon, c'est-à-dire qu'en fonction de la taille du logement, il faudra évidemment avoir un matériel ménager plus ou moins consistant. Voilà, ça me fait sourire, mais c'est vrai que bon, l'objectif de la loi n'est pas idiot, et de ce décret n'est pas idiot. C'est vrai que encore une fois, il y a eu des abus malheureusement avec des locations meublées et avec un artifice qui consistait à mettre un lit, etc., 2-3 meubles dans le logement et puis vouloir bénéficier du statut de logement meublé. Donc ce décret est venu aussi contrecarrer un peu certains abus qui ont été réalisés par certains bailleurs. On passe maintenant, après l'habitation, on passe au bail commercial avec un allègement du formalisme. Voilà, n'en déplaise malheureusement aux huissiers, il y avait avant un certain formalisme avec des obligations de passer par des actes extra-judiciaires et donc notamment de recourir à un huissier pour un certain nombre d'informations, de notifications entre le preneur et le bailleur. Et la loi Macron est venue alléger ce formalisme pour, alors, essentiellement, le preneur. Et notamment, il est maintenant permis au preneur de notifier son congé donc par lettre recommandée avec avis de réception évidemment. S'arrêter quelque temps sur la fixation des loyers et l'encadrement dans certaines communes.
avec, donc ce que je vous le disais, dans des zones d'urbanisation de plus de 50 000 habitants, où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, la fixation des loyers donc, de logements nus et de logements meublés est réglementée lors d'une mise en location ou lors d'un renouvellement. Alors, on a un encadrement donc de l'évolution des loyers qui est fait par un décret qui donc est imposé depuis la loi Allure. Il y a une publication annuelle donc obligatoire donc, du plafond des loyers, donc dans ce qu'on appelle les zones tendues. Donc, ça s'applique aux contrats de location conclus ou renouvelés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2016. Mais évidemment, donc, au 1er août 2016, on aura un nouveau décret, puisqu'il sera renouvelé annuellement, qui viendra à nouveau plafonner le montant des loyers. Et encadrer en tout cas l'évolution des loyers. Cet encadrement des loyers ne s'arrête pas là. On a donc un encadrement des loyers qui se fait par rapport à ce qu'on appelle l'échelle locale. Et c'est-à-dire que le préfet va fixer annuellement, pour chaque catégorie de logement et de secteur géographique, des références de loyer. Et ces références de loyer vont se faire par rapport à ce qu'on appelle un loyer médian. Donc un loyer médian qui sera le loyer de référence, d'accord ? Et il y aura possibilité de naviguer un peu en dessous ou un peu au-dessus de ce loyer de référence. Et le loyer de référence qu'on appelle majoré pourra être au plus de 20% par rapport au loyer médian. Donc le préfet indique le loyer médian et vous pouvez aller au-dessus de 1% avec l'application du loyer de référence majoré. Et en revanche, on ne pourra pas aller en dessous. Là, c'est un peu plus fort, on ne pourra pas aller en dessous de 30% du loyer médian. D'accord ? Donc on a une fourchette de navigation, un tunnel, moins 30% par rapport au loyer médian, plus 20% par rapport au loyer médian. Alors aujourd'hui, il y a 28 communes qui sont recensées comme étant éligibles à ce dispositif, mais celui-ci n'est pour l'instant applicable qu'à Paris. J'en viens maintenant à vous parler donc du point C là, sur notre plan, qui est la vente de la totalité d'un immeuble. Il n'y a pas de droit de préemption subsidiaire du locataire. Alors ça c'est une évolution non pas législative ou réglementaire, mais liée à la jurisprudence. Parce que vous savez que quand un propriétaire veut vendre un bien immobilier qu'il loue, et quand il veut le vendre libre de toute occupation, eh bien, il doit donner congé à son locataire, et ça 6 mois avant le terme du bail. Alors, si le preneur ne donne pas suite à cette offre d'acquisition, le bailleur est alors libre de vendre le bien à un tiers. Et en revanche, s'il souhaite baisser le prix de vente, il va devoir proposer donc, à nouveau à son locataire ce qu'on appelle un droit de priorité subsidiaire. Et donc il va devoir reproposer le bien à son locataire, quand bien même celui-ci serait parti. Alors la question s'était posée de savoir si on vend un immeuble en bloc ou en globalité, alors qu'il y a plusieurs locataires, ou que le locataire n'occupait que partiellement l'immeuble, est-ce qu'on devait purger ce droit de priorité subsidiaire, ou droit de préemption subsidiaire. Bien, la Cour de cassation est venue répondre par la négative dans un arrêt du 11 mars, et a décidé que la comparaison du prix était impossible, et qu'en conséquent, le locataire ne peut bénéficier d'un droit de préemption subsidiaire lorsque l'immeuble est vendu dans son intégralité à un tiers et pas seulement son appartement. Simplement parce que, évidemment, le prix a été négocié de manière globale avec l'acquéreur, et donc on n'est pas capable de proposer distinctement le prix au locataire. Donc ce droit de préemption subsidiaire n'est pas applicable en cas de vente d'un immeuble en bloc. Une évolution, je tiens juste simplement à la citer, on ne va pas forcément s'attarder trop longtemps dessus, il s'agit de la violation de domicile. Il y a une définition qui a été précisée par la loi du 24 juin 2015, qui vient préciser ce que c'est que l'infraction de violation de domicile. Elle consacre donc le maintien dans le domicile d'autrui comme une infraction pénale, donc c'est tout ce qui est squattage et autres. Et donc jusqu'ici le flagrant délit de violation de domicile devait être constaté dans les 48 heures de l'introduction dans les lieux pour que les forces de police interviennent et délogent l'occupant. Au-delà de ce délai, il n'y avait plus de flagrant délit et donc plus d'expulsion possible, hormis par la voie judiciaire.
Et désormais, le maintien illégal dans le domicile d'autrui est reconnu en soi comme une infraction pénale, et donc il n'est plus nécessaire de se trouver dans les 48 heures de l'occupation, la prise d'occupation par les occupants, pour obtenir l'expulsion. Donc le flagrant délit devient permanent. Alors, là, du coup, vous allez me dire, c'est quand même une mesure qui vient soulager un peu les bailleurs, ou en tout cas les propriétaires, qui n'occupaient pas forcément les biens et qui, malheureusement, parfois se faisaient donc coincer dans une procédure judiciaire en expulsion qui était longue, etc., pour donc déloger les squatteurs. Donc le maintien sera sanctionné, même si l'occupant le fait de manière paisible. Et donc, comme je vous le disais, ça vient protéger les propriétaires d'occupations illégales. Voilà, j'en termine avec les aspects vente, location, immobilière. On va passer maintenant donc à l'actualité en matière de copropriété, avec d'une part quelque chose qui est venu nous soulager en matière de production documentaire, nous notaires, et j'imagine vous potentiels acquéreurs immobiliers, parce que je vous le disais, donc la loi Allure avait considérablement renforcé les obligations documentaires avant la signature d'une promesse de vente. Et on devait remettre ces documents donc, sous format papier. Donc soit les annexer à l'acte. Alors pour la petite histoire, moi j'ai eu à traiter une opération dans une copropriété où il y avait donc un règlement de copropriété, il y avait 46 modificatifs à l'état descriptif de division. Et l'ensemble de ces documents devait être remis au locataire. Donc il y en avait pour 75 cm à peu près de papier à remettre, pardon, pas au locataire, mais à l'acquéreur immobilier. Donc j'imagine qu'il a fait la lecture approfondie. Donc non, et bien évidemment, on l'a centré sur les deux modificatifs qui le concernaient, et les 44 autres ne le concernaient pas. Eh bien, la loi Allure donc, a été modifiée par une ordonnance de 2015, et qui prévoit qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur au plus tard, donc à la date de signature de la promesse, des documents et informations obligatoires relatives à la copropriété et aux biens immobiliers. Donc les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, donc ce sont le règlement de copropriété, état descriptif de division et leurs modificatifs, comme je vous en parlais à l'instant. Les informations financières, donc qui sont délivrées par le syndic, notamment les charges de copropriété qui sont payées, s'il y a un fonds de roulement, etc. S'il existe des procédures, le carnet d'entretien de l'immeuble, donc ça c'est le carnet de santé en fait de la copropriété, donc il doit être remis. Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances des syndicats de copropriété. Et le cas échéant, les conclusions du diagnostic technique obligatoire. Donc ça c'est pour les, entre guillemets, les vieux immeubles qui sont mis en copropriété récemment. Donc les immeubles qui sont édifiés depuis plus de 15 ans et qui sont mis en copropriété doivent faire l'objet d'un diagnostic structure obligatoire. Donc c'est pour vérifier notamment que le clos est couvert, les principaux réseaux sont en bon état de fonctionnement, et pour qu'un acquéreur qui serait un premier acquéreur de l'autre copropriété dans cette copropriété n'ait pas de mauvaise surprise avec des charges de travaux trop importantes à voter en assemblée générale peu après son acquisition. Et donc l'ordonnance de 2015 est venue modifier considérablement la remise des documents, puisqu'il n'est plus nécessaire d'annexer ces documents à la promesse de vente. Alors vous savez que maintenant les notaires font des actes électroniques, sauf que malheureusement quand on devait annexer ces 75 cm de papier, eh bien c'est impossible parce que les logiciels aujourd'hui ne nous permettent pas, donc on était obligé de signer des promesses de vente donc en format papier. Hein, et pour la petite histoire, cette promesse de vente sous format papier, je dois la conserver à l'étude pendant une durée de 75 ans, sachant qu'elle a une durée de validité de 2 mois et demi. Voilà, donc ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'actes électroniques, mais quand on devait annexer l'ensemble de ces documents à l'acte, eh bien on a fait beaucoup de promesses de vente sous format papier pendant, jusqu'à cette réforme faite par l'ordonnance donc, du mois d'août 2015. Alors donc,
J'en viens donc à l'innovation, c'est que maintenant on peut remettre aux clients acquéreurs immobiliers l'ensemble de cette documentation sous format numérique. Et il suffit que l'acte de vente atteste que ces documents ont été remis à l'acquéreur. Donc il reconnaît dans l'acte qu'il a bien eu connaissance de l'ensemble de ces documents préalablement à la signature de la promesse de vente. Mais il n'est plus nécessaire de les annexer, donc on peut vous les remettre sur un support numérique, une clé USB, un CD-ROM, ou même parfois maintenant on vous envoie un lien de téléchargement pour télécharger l'ensemble de ces pièces. Une autre modification, la loi Allure avait instauré l'obligation de mentionner, en plus de la surface Carrez. Vous savez que donc, en matière d'acquisition de lots de copropriété, un vendeur devait produire donc, un certificat de mesurage dit loi Carrez, qui sont notamment toutes les surfaces dont la hauteur dépasse 1,80 m, etc. Et la loi Allure est venue imposer en plus la mention d'une superficie habitable, ce qu'on appelle la CHAB, par acronyme. Cette surface habitable, en fait, n'aura pas vécu très longtemps puisque la modification donc est venue supprimer l'obligation de faire figurer cette mention de surface habitable. Bon, simplement parce qu'on a considéré que les acquéreurs immobiliers étaient suffisamment informés par la mention de la superficie privative dite loi Carrez et qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de venir compléter ce mesurage avec la superficie habitable qui est une surface un peu plus large que la superficie dite loi Carrez. En ce qui concerne donc la copropriété, on va s'attarder maintenant un instant sur les syndics. Alors vous savez que la DGCCRF s'était amusée aussi à analyser les contrats de syndic. Et j'ai aussi un profond respect pour les syndics avec lesquels on travaille, mais malheureusement, comme partout, il y a eu des abus, il y a eu des clauses abusives, il y a eu des contrats d'une durée anormalement élevée, bref. Donc la loi est venue modifier, non pardon, c'est le décret de 2015 qui est venu définir le contrat type de syndic de copropriété et particulières qui peuvent donner lieu à un complément de rémunération. Pareillement aussi, il y avait des contrats de syndic qui prévoyaient des rémunérations sur un certain nombre de prestations qui n'étaient pas forcément éligibles à un complément de rémunération en plus de la rémunération annuelle du syndic. Et donc ce décret est venu préciser tout cela. Alors, donc vous savez que chaque année au cours de l'Assemblée Générale, le contrat de syndic est approuvé, il est signé entre le syndicat de copropriétaires et le syndic. Et donc les contrats de syndic doivent désormais être conformes à un contrat type défini donc, par le décret de mars 2015. Donc les syndics doivent respecter ce contrat type qui va définir l'ensemble des missions qui sont confiées au syndic, la durée du contrat ainsi que la rémunération. Et cette rémunération est en principe forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas varier. Alors en revanche, les honoraires complémentaires qui peuvent être perçus, c'est toujours possible, mais il y a un certain nombre de prestations qui sont définies. Et la liste limitative de ces prestations donc, figure en annexe du décret. Et dans ce cas, la rémunération complémentaire qui peut donner lieu donc, à complément au syndic doit être approuvée en assemblée générale de copropriété. Alors, je précise que donc, tous les contrats de syndic conclus à compter du 1er juillet 2015 doivent respecter ce contrat type de syndic. En matière de copropriété et de syndic de copropriété, donc, il y a une autre évolution à noter qui est la nomination du syndic. En fait, la nomination du syndic est facilitée aujourd'hui par la loi Macron. Simplement, je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de blocages identifiés dans le cadre de carences, soit des assemblées générales qui ne renouvelaient pas les syndics et qui n'en nommaient pas d'autres, soit simplement des copropriétés qui venaient de naître, parce que l'immeuble était récemment mis en copropriété, et avec l'absence de nomination et un syndic provisoire, et puis après il n'y avait pas de nomination de syndic définitif.
Et après, c'est vrai qu'on était sur une procédure assez longue, avec une obligation de saisir le président du tribunal de grande instance, avec une procédure compliquée. Et aujourd'hui, en fait, la loi Macron est venue alléger un peu le formalisme et pour éviter les situations de blocage, donc a introduit deux tempéraments, deux allègements sur ces nominations. D'une part, le fait que les maires et les représentants des établissements publics intercommunaux puissent saisir directement le président du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un syndic. Donc à l'issue, si à l'issue de la première assemblée générale, aucun syndic n'a été choisi. Et puis également, ce dispositif a été complété dans le cas où donc la copropriété est dépourvue de syndic. N'importe quel copropriétaire aujourd'hui peut convoquer une assemblée générale, donc à son initiative, aux fins de nommer un syndic. Donc n'importe quel copropriétaire aujourd'hui peut demander la convocation d'une assemblée générale aux autres copropriétaires aux fins de nommer un syndic. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus facile. Donc évidemment, ce copropriétaire devra respecter le formalisme lié à la convocation des assemblées générales, mais en tout état de cause, une fois que cette assemblée générale est convoquée, les présents pourront nommer un syndic qui assurera la gestion de l'ensemble immobilier. Deuxième mesure pour la facilitation des nominations de syndics et des renouvellements de syndics, c'est que aujourd'hui, au cas où l'Assemblée générale était appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic. Alors, dorénavant, le conseil syndical est tenu tous les 3 ans de procéder à cette mise en concurrence avant la tenue de l'Assemblée générale appelée à élire un syndic. Et tout copropriétaire peut également aussi présenter des projets de contrat qu'il a négociés lui-même avec des syndics après en avoir demandé l'inscription à l'ordre du jour. Donc chaque copropriétaire pourra librement aller négocier un contrat de syndic avec une entreprise de son choix et puis le proposer à l'ordre du jour pour la mise en concurrence par le conseil syndical des différents syndics. Et cette obligation est faite à minima tous les 3 ans. Voilà ce que je peux vous citer en matière de vente, location immobilière et copropriété comme actualité, en tout cas je dirais pertinente et qui peut vous concerner le plus. Je vous propose de s'attarder maintenant sur une mesure qui vient modifier les donations. Alors les donations essentiellement en matière immobilière. Cette mesure donc, consiste à encourager les donations de logements par des mesures fiscales et aussi à surveiller la réelle volonté donc, de donner et non de dissimuler une vente, puisque vous savez que certaines donations sont parfois faites de manière à déguiser une vente immobilière. Alors la mesure pour encourager les donations, donc c'est la loi de finances pour 2015, puisque c'est un dispositif fiscal, qui vise à relancer la construction et les transactions de biens immobiliers. Et notamment, elle instaure une exonération partielle de droits de donation lorsque le donateur vient donner un logement neuf à usage d'habitation. Alors il y a plusieurs conditions pour bénéficier de cette exonération, enfin de cet abattement. Je vais vous les citer. Donc quand on parle de logement neuf, il faut qu'il y ait un permis de construire qui ait été obtenu. Alors en l'occurrence, peut-être que cette mesure fiscale sera reconduite, mais aujourd'hui, il faut que le permis de construire ait été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016. Il faut que l'acte de donation soit signé dans les 3 ans suivant l'obtention du permis de construire. Donc là, si on s'attache à la date butoir pour l'obtention du permis de construire, 31 décembre 2016 plus 3 ans, on arrive au 31 décembre 2019. Donc il faut que la donation ait lieu au plus tard le 31 décembre 2019. Que l'acte soit appuyé de la déclaration attestant de la conformité des travaux,
C'est-à-dire que non seulement il faut que le bien immobilier fait l'objet d'un permis de construire, mais en plus que les travaux soient confirmés comme étant conformes par la mairie. Alors, en fait, c'est essentiellement la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et la conformité des travaux qui est signée par l'architecte et qui donne lieu ensuite, qu'on appelle, à la non-contestation de la mairie ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. C'est-à-dire qu'elle ne s'oppose pas à la déclaration de conformité des travaux qui est signée par l'architecte. Et puis également, il faut que le bien donné n'ait jamais été occupé au moment de la donation. Donc on est sur un bien neuf, mais vraiment neuf, en ce sens que voilà, il n'y a pas eu d'occupation antérieure. Et le montant donc, de l'exonération dont le donataire et le donateur vont pouvoir bénéficier est de 100 000 € si la donation est consentie au profit d'un descendant, un ascendant, un conjoint ou un partenaire pacsé. Donc 100 000 € pour ces catégories de personnes. Et comme en matière de succession, hein, les abattements sont toujours moindres pour les lignes collatérales. Donc pour les frères et sœurs, on est sur un abattement de 45 000 €. Et pour toute autre personne, on est sur un abattement de 35 000 €. Ce qui est quand même intéressant, hein, toute autre personne, c'est-à-dire donc un tiers. Dès lors qu'il y a une donation qui est faite d'un logement neuf et qui respecte les conditions que je viens de vous citer à un tiers, vous bénéficiez d'un abattement de 35 000 €, ce qui n'est pas neutre. Alors, un même donateur ne peut pas bénéficier de plusieurs abattements. Il ne peut pas faire un cumul de donations. On ne peut pas imaginer une personne qui fait construire un immeuble avec plusieurs appartements et puis qui donne l'ensemble de ses appartements à l'ensemble des membres de sa famille. On reste à un plafond de 100 000 € d'abattement global par donateur. D'accord ? Alors, en cas de non-respect, il faut savoir, en cas de non-respect des conditions liées à ces exonérations, donc notamment si le permis de construire n'était pas délivré dans la période que je viens de vous citer, si le bien avait été occupé avant l'acte de donation, etc., eh bien, évidemment, il y a l'obligation de restituer les droits qui ont été éludés par suite de l'abattement. Donc, en fait, c'est simplement le montant de l'abattement dont vous avez bénéficié multiplié par les droits qui étaient applicables à la donation. Et également un droit complémentaire égal à 15% du nouveau montant ainsi calculé et des intérêts de retard. Hein, donc, bon, il ne faut pas jouer avec les limites de ces exonérations fiscales, il faut vraiment prendre son temps et les respecter. Et donc, prenez conseil auprès de vos notaires pour vérifier que l'ensemble des conditions du texte et de l'exonération de l'abattement sont bien respectées et que vous y êtes bien éligible. En matière de donation, bon, une disposition un peu moins heureuse. Suite aux attentats, il y a une disposition qui est venue alléger donc, les droits de mutation pour les droits de donation en numéraire pour des personnes reçues, pour des donataires qui étaient des victimes d'actes de terrorisme. Donc si la victime est décédée du fait du terrorisme, son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin notoire et ses descendants peuvent bénéficier de cette exonération. Donc c'est une donation numéraire qui doit être réalisée dans les 12 mois de l'acte de terrorisme qui a été commis en France ou à l'étranger. Et lorsque les dons sont versés par une association reconnue d'utilité publique, l'exonération est sans condition de délai. Alors, la disposition fiscale, c'est l'article 796 du Code général des impôts qui exonère les droits de succession, les ascendants, les descendants, conjoints, collatéraux privilégiés, des victimes d'actes de terrorisme. Et l'exonération est totale, hein, c'est-à-dire qu'elle s'applique quel que soit le montant du patrimoine de la victime. Et donc cette exonération s'applique aux successions, donc des personnes décédées du fait des actes de terrorisme, aux personnes de nationalité française ayant leur résidence habituellement en France, ou résidant habituellement hors de France, victimes à l'étranger d'actes de terrorisme, et aux victimes décédées des suites d'actes de terrorisme dans un délai de 3 ans à compter de leur réalisation. J'en termine avec une note un peu plus heureuse et plus verte. C'est un nouveau droit de préemption en matière de droit rural, avec donc une autre disposition de la loi Macron qui a institué un droit de préemption au profit des SAFER, donc ce sont les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural,
en cas de donation entre vifs. Hein, c'est-à-dire que ces donations échappaient au droit de préemption des SAFER, mais aujourd'hui, les donations donc, de biens ruraux peuvent être éligibles au droit de préemption de la SAFER. Ça veut dire que la SAFER peut se substituer, ou en tout cas être prioritaire pour l'acquisition du bien qui a vocation à être donné. Sont en revanche exclus, alors je vous tranquillise, sont quand même exclus de ce droit de préemption les donations consenties entre ascendants et descendants, c'est quand même les plus fréquentes, les donations consenties entre collatéraux jusqu'au 6e degré, entre époux et partenaires de Pacs, et entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire pacsé, ou entre ses descendants. Et cette disposition est applicable depuis le 8 août 2015. Donc, bon, j'ai envie de dire que le droit de préemption de la SAFER, en cas de donation entre vifs, aura vocation à jouer dans des cas très marginaux. Voilà, j'en termine avec le brassage de ces différentes dispositions législatives, réglementaires, jurisprudentielles qui sont venues modifier voilà, et bousculer un petit peu ce que vous connaissiez en matière de vente immobilière, de location, de copropriété.